Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la 15e édition de l'Observatoire de la communication CNB. 15 ans déjà, et je suis aujourd'hui accompagnée de Sandra N. Poulain, qui est directrice des ressources humaines de SPI France. Bonjour à tous. Et de Myriam El Khomri, qui est directrice du conseil et de la RSE de Diosiassi, qui est à distance. Peut-être Myriam, si tu veux dire deux mots. Bonjour à toutes et à tous, et désolée de ne pas être parmi vous parce que je suis malade. Déjà, merci d'être connectés à distance aujourd'hui. Vous êtes là toutes les deux aujourd'hui pour qu'on se parle de politique RSE et de bien-être au travail comme facteur d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs. Donc, pour ceux qui sont habitués, je vous rappelle que, et ceux qui ne connaissent pas l'exercice, je vous rappelle qu'il va y avoir deux grands temps dans cette présentation. Un premier temps avec les résultats de l'Observatoire de la communication CNB. Donc, je vais dérouler dans un premier temps les résultats de cette 15e édition. Et dans un deuxième temps, il y aura des questions-réponses pour Sandra et pour Myriam sur le thème donc de la politique RSE, bien-être au travail, facteur d'attractivité et de fidélisation des collaborateurs. On va démarrer tout de suite avec la présentation du panel. Alors, je vois que la technique se pose des questions. Est-ce qu'on peut poursuivre? Oui, on peut poursuivre. Alors, allons-y. On a géré le distance-présence ce matin un peu au dernier moment, mais ça marche. Alors, la présentation du panel. Donc, cette année, on a réalisé 1 288 100 BSI. Donc, vous voyez qu'il y a une augmentation par rapport à l'année dernière. C'est cette base de travail, cette data qui nous permet de vous présenter des résultats aujourd'hui. Et donc le principe est toujours le même. Les bilans sociaux individuels récapitulent de la data à la fois sur la rémunération et sur les avantages sociaux. Avec l'accord de nos clients, on agrège ces bases de données, on les anonymise et cela nous permet de vous montrer un certain nombre d'enseignements statistiques à la fois sur la forme mais aussi sur le fond des bilans sociaux individuels. Donc, notre base de travail cette année, c'est 1 288 100 BSI réalisés qui ont donc été diffusés en 2024 sur la base de données le plus souvent de 2023, 1er janvier, 31 décembre. Et l'effectif moyen du panel, enfin le nombre de collaborateurs en moyenne par entreprise qui compose le panel, on est un petit peu plus de 7000 collaborateurs. Comment se répartissent ces collaborateurs par secteur d'activité? Donc vous voyez qu'il y a une hétérogénéité très forte. Historiquement, le BSI, c'était quelque chose qui était plutôt réservé aux activités de service, donc banque, conseil, assurance, vous voyez qu'ils sont encore assez hauts dans la représentation du panel, mais aujourd'hui, ça concerne tous les secteurs d'activité. Vous voyez que l'industrie est largement représentée, 23%, suivi donc de banque, conseil et assurance, 15%, BTP immobilier, 12%, 11% pour la pharmacie, la chimie, le transport, la logistique, 10% pour les secteurs des services, de la culture et des loisirs, ainsi que l'agroalimentaire et la grande distribution. Et enfin, 8% dans le luxe et les cosmétiques. Donc un panel à la fois important en nombre de collaborateurs, mais aussi très hétérogène en secteur d'activité représenté pour les entreprises. Venons-en maintenant à la répartition des effectifs par entreprise. Vous voyez que presque la majorité des entreprises sont dans des entreprises de 1000 à 5000 collaborateurs pour 47%, pardon, des entreprises de moins de 1000 salariés pour 30%, des entreprises entre 5000 et 10 000 collaborateurs pour 6% et 17% dans des entreprises de plus de 10 000 collaborateurs, très grands groupes. Panel des salariés maintenant. Évidemment, il y a des critères d'éligibilité au bilan social individuel. Tout le monde ne le reçoit pas. Généralement, ce sont les collaborateurs en CDI, en CDD, en alternance, qu'ils soient en apprentissage ou contrat de professionnalisation, qui le reçoivent. Avec, évidemment, il nous faut un peu de profondeur de données. Donc, un temps de présence de 1 an minimum en général. Et évidemment encore présent à la date d'extraction, de parution du BSI. Donc il y a souvent parfois
un retravail sur les bases de données pour avoir quelque chose qui soit le plus à jour possible si des collaborateurs étaient sortis de l'entreprise entre le moment où on extrait les données et le moment où on diffuse le bilan social individuel. Certains sont parfois exclus, assez souvent du scope du BSI. D'abord le COMEX et les mandataires sociaux, ainsi que les salariés en mobilité internationale. Pour ces populations-là, qui ont une structure de rémunération très particulière, généralement, on réserve un type de bilan social individuel particulier, comportant des données très spécifiques qui concernent particulièrement ces collaborateurs-là. Généralement, les stagiaires ne reçoivent pas de BSI, ni les personnes en longue maladie, ni les personnes en suspension de contrat. Voilà. En général, ça veut dire qu'on discute avec chacun de nos clients pour déterminer à la fois les critères d'éligibilité et la population qui rentre dans le scope ou qui ne rentre pas. Sur ce qui concerne la répartition du statut cette année, pas très différente des années précédentes. On est toujours plus ou moins sur 70% de non-cadres, 30% de cadres comme l'an passé. Pas de choses exceptionnelles cette année sur ce sujet. Alors, il va y avoir deux temps dans cette présentation, avant de parler avec Sandra et Myriam. Le premier temps, c'est de regarder des éléments sur les supports, sur la forme, à quoi ressemblent les BSI, quel est le support qui est utilisé, comment est-ce qu'ils sont diffusés, est-ce qu'il y a de la communication qui est faite autour au moment du lancement. Et ensuite, on viendra sur des éléments de fond sur lesquels on regardera ensemble quels sont les sujets qui sont le plus souvent abordés dans les bilans sociaux individuels, dans quelle proportion est-ce qu'ils le sont, jusqu'à des éléments de benchmark, de rémunération et d'avantages sociaux. Alors, on va commencer par la forme. J'en profite d'ailleurs, puisque je vois la première capture d'écran, pour remercier vraiment tous les clients qui ont accepté qu'on montre à l'occasion de cet observatoire des extraits de leur BSI, alors qui ont été, pour les nécessités de l'exercice, anonymisés. Mais encore une fois, merci à tous. C'est toujours plus parlant d'avoir des exemples sous les yeux pour l'auditoire. Pour ceux qui connaissent l'exercice, vous savez qu'il y a 3 types de supports. On peut diffuser un BSI au format PDF, et vous voyez que c'est aujourd'hui le support PDF qui est sur la première marche du podium. On peut aussi diffuser un BSI au format web, c'est ce qu'on appelle eBSI, 31% cette année, et enfin un support papier. Encore 27% des 1 288 000 BSI réalisés cette année sont au format papier. Alors j'ai coutume de dire, lorsque l'on discute avec nos clients sur la mise en place d'un premier BSI ou d'une évolution, qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais support. On ne fait pas du web parce que ça fait moderne, et inversement du papier pour la tradition. On fait le support qui est le plus adapté aux collaborateurs. Il faut s'adapter à son auditoire, et c'est ça qui va guider le choix de nos clients vers tel ou tel support. Vraiment avoir le maximum de taux de lecture. Mais on ne fait pas mentir les chiffres. C'est clair que la digitalisation, c'est le sens de l'histoire. Et chaque année, on voit monter en puissance PDF et eBSI petit à petit. Le BSI n'est pas toujours un exercice sur un support unique. Vous voyez que 16% des BSI livrés, c'est-à-dire des projets qu'on a réalisés, sont livrés sur des supports mixtes. On peut, encore une fois, s'adapter au maximum à son auditoire en ayant, par exemple, un support PDF pour certains et un support papier pour d'autres. Sandra nous en parlera tout à l'heure lors de la mise en place du BSI chez SPI-France. Il y a eu ce choix à faire des supports qui soient plus ou moins adaptés aux différentes entités. Et vous voyez aussi que lorsqu'on commence l'exercice, en général, on le réitère, 97% de nos clients réalisent un BSI tous les ans. Donc, à partir du moment où, entre guillemets, on met la main dans le pot de miel, eh bien, on y reste. C'est un exercice qui est extrêmement plébiscité par les collaborateurs, les managers, bien sûr, les IRP et bien sûr la direction qui est sponsor de la mise en place de ce type de support. On va maintenant rentrer dans le détail de chacun des supports qu'on a évoqués, en commençant par le web. Même si le web n'est pas sur la première marche du podium, vous vous souvenez que PDF c'est 42%,
web de mémoire, voilà, c'est 31%. C'est un support qui est dans le sens de l'histoire. On a de plus en plus de clients qui vont vers du digital pour la simple et bonne raison que les collaborateurs sont de plus en plus équipés d'outils informatiques ou de moyens d'accéder à l'information via leur device parfois personnel. Donc il y a une montée en puissance du IBSI importante et quand on met en place un site internet, un BSI web, le plus souvent il y a des options complémentaires qui sont ajoutées. La première option, c'est le PDF normé. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un PDF normé? Ce n'est pas très élégant comme mot, mais on n'a pas trouvé mieux. Lorsqu'on met en place un site internet, un BSI sous forme de site internet, il y a systématiquement une synthèse PDF qui est téléchargeable sur le site. Et cette synthèse PDF, elle peut être à un format prédéfini de brochure, de telle manière à ce qu'on puisse la télécharger et l'imprimer au format professionnel. Vous voyez que 68% des bilans sociaux individuels sont équipés, entre guillemets, d'un PDF normé. Donc chaque collaborateur peut télécharger le PDF sur le site et on peut nous aussi également télécharger l'ensemble des BSI ou une fraction des BSI pour pouvoir les imprimer et éventuellement les envoyer à des collaborateurs qui ne seraient pas du tout connectés. Évidemment, quand on parle de site internet, on parle de version smartphone. On n'a pas du tout la même information sur un BSI qui serait visible sur un écran d'ordinateur qui est quand même assez grand qu'une version mobile dédiée que l'on va complètement retravailler à la fois sur le fond et sur la forme pour qu'on puisse réagencer les éléments et que ce soit digeste. Donc quand on a une version smartphone dédiée, alors tous les BSI, vous le voyez en dessous, sont lisibles sur smartphone et tablette, mais dans 52% des cas, on va créer une version smartphone dédiée. Et vous voyez que, alors on a été un peu étonné de ce chiffre de 17,5%. Ça paraît relativement faible en termes de connexion, mais on a quand même de plus en plus de collaborateurs qui ne vont pas regarder leur BSI sur leur ordinateur, mais qui vont le regarder sur leur téléphone. On a également développé des accès managers ou des accès RH avec deux principales fonctionnalités. Une première qui permet au manager ou au RH d'accéder au BSI de son périmètre de collaborateur. Donc je suis manager, je vais sur mon BSI, je me connecte sur mon BSI personnel et j'ai la possibilité d'accéder au BSI de mon collaborateur avec évidemment la possibilité de masquer un certain nombre de données qu'on pourrait juger confidentielles et que le manager n'a pas à voir. Ça fonctionne aussi de la même manière pour un accès RH. Et on a également la possibilité d'avoir accès, quand on est manager au RH, à une page supplémentaire sur laquelle on va avoir des moyennes, des médianes de la rémunération. Alors évidemment sur les éléments utiles et pertinents, pas tous les éléments, mais ce qui est utile au manager ou au RH, d'avoir une vision globale, en moyenne ou en médiane ou les deux, de ces éléments de rémunération de l'équipe et un tableau récapitulatif qui reprend tous les éléments de REM individuels de mon équipe. Donc évidemment, ça ne concerne que les managers et ils ne vont voir le scope que de leurs collaborateurs, bien évidemment. 32% des IBSI sont équipés de cette fonctionnalité-là. Et enfin, c'est très important, alors on le fait, nous, pour nos clients, mais nos clients peuvent le faire aussi directement. Vous voyez que dans 28% des cas, on a généré une enquête de satisfaction directement dans le site internet où les collaborateurs peuvent à la fois s'exprimer sur les éléments importants qui les ont marqués dans leur BSI, qu'est-ce qui est utile pour eux, et surtout s'exprimer sur qu'est-ce qu'ils voudraient voir développer dans le futur. Voilà pour ce qui concerne le IBSI, donc le PDF normé, la version smartphone, l'accès manager et l'enquête de satisfaction. Un point important, les modes de connexion. Donc, on se connecte au BSI via, dans 84% des cas, une connexion SSO. Donc, peut-être que vous n'êtes pas familier. SSO, ça veut dire Single Sign-On. En gros, c'est le moyen le plus simple et le plus efficace pour se connecter. J'arrive au bureau le matin, j'ouvre mon ordinateur, je me connecte à ma session Windows et je n'ai pas à retaper de login et de mot de passe pour accéder à mon BSI. On vient se brancher directement au système d'authentification de l'entreprise. Si l'entreprise n'est pas équipée de système SSO, on va pouvoir développer un système d'activation de compte, donc dans 12% des cas,
L'activation de compte, c'est très simple, hein, ça fonctionne comme sur plein de sites internet. Vous vous connectez, on vous envoie un mail avec l'URL de connexion du BSI, vous vous connectez dessus, vous allez remplir un certain nombre de champs, on va identifier qui vous êtes, vous allez pouvoir vous générer un mot de passe et vous accéder à votre BSI de manière sécurisée. Donc on vient ici remplir les prérequis de sécurité de chacune des entreprises pour ce qui concerne la mise en place de l'activation. Et puis une nouveauté, alors on a commencé ça l'année dernière et on a poursuivi cette année. Certaines entreprises nous demandent d'aller avoir 2 systèmes qui cohabitent, SSO pour certains collaborateurs, activation de compte pour d'autres. Et c'est 4% aujourd'hui des projets IBSI qui fonctionnent comme ça. Passons maintenant au format PDF. Donc le format PDF, souvenez-vous, c'est 42% des projets qu'on a réalisés cette année, c'est-à-dire presque la majorité, bon, beaucoup en tout cas, c'est la part la plus importante. Comment est-ce qu'il se compose? Vous voyez qu'en grande majorité, 71% des cas, ces formats PDF entre 8 et 10 pages. En réalité, c'est plutôt 8 que 10. Et on reviendra sur ce sujet-là du nombre de pages du bilan social individuel. Ça a une importance toute particulière dans la manière dont on agence les thèmes pour être le plus pédagogique possible vis-à-vis des collaborateurs. On a aussi des entreprises qui choisissent des versions plus light, 4 pages et moins ou entre 5 et 7 pages, et des entreprises qui vont vers 11 pages et plus. Personnellement, je ne suis pas favorable à un nombre de pages aussi important. On perd quand même un peu le lecteur sur des documents qui sont très, très étoffés. Donc, on conseille plutôt d'avoir un discours plutôt synthétique. En tout cas, autour de 8 pages, c'est quand même pas mal. C'est ce que font la majorité de nos clients. Ces PDF, ils peuvent être interactifs ou statiques. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, le PDF interactif. Un PDF interactif, c'est un peu, pour ceux qui, comme moi, connaissent la marque, le Canada Dry du web. C'est la première étape vers laquelle on va avant de passer sur un site complètement digitalisé. Le PDF interactif permet d'avoir des niveaux de lecture, des bulles d'information, en tout cas plusieurs niveaux de lecture. C'est peut-être une marche avant de passer vers du full digital site internet. C'est assez interactif, c'est sympa à regarder et ça permet d'avoir des documents qui sont un peu plus allégés. Et on a 81% des projets qui partent vers du PDF interactif, qui sont réalisés en PDF interactif, 19% qui restent en PDF statique, souvent pour des questions d'interactivité dans les coffres-forts numériques qui gèrent parfois, selon les solutions, pas très bien l'interactivité. Comment est-ce qu'on diffuse le format PDF? Alors, évidemment, dans 100% des cas, sur un espace sécurisé. On parle d'un bilan social individuel qui comporte de la data de rémunération et d'avantages sociaux. Donc, évidemment, on met ça sur un espace sécurisé. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont équipées d'un coffre-fort numérique. Vous voyez que dans le format PDF, dans 81% des cas, on l'envoie dans le coffre ou nos clients l'envoient dans les coffres-forts numériques des entreprises. Alors, on a fait un peu de pub pour les éditeurs de coffres. 54% sont envoyés sur PeopleDoc, 29% chez Digipost et 17% chez d'autres. On voit apparaître des nouveaux opérateurs, Primobox, Swile par exemple. Et c'est vrai que c'est un réceptacle relativement idéal parce que c'est déjà en place dans l'entreprise, ça permet de promouvoir le coffre. Attention, quand on met en place un BSI au format PDF et qu'on l'envoie dans les coffres, si on ne le dit pas, il ne se passe rien. Les gens ne le regardent pas. Donc, il faut faire de la communication autour beaucoup plus que sur un format digital ou sur un format papier. Lorsque l'entreprise n'a pas de coffre-fort chez un de ses éditeurs, elle peut avoir développé un outil en interne. Vous voyez que c'est dans 10% des cas, donc c'est exactement le même mode de fonctionnement. C'est un espace sécurisé dédié aux collaborateurs. Et enfin, s'il n'y a pas de coffre-fort numérique, pas d'outil interne, on a la possibilité de développer un mini portail web sur lequel le collaborateur va se connecter. Alors, vous voyez que c'est 50% des cas en SSO, 50% des cas en activation de compte. Le collaborateur va se connecter, il va avoir un petit édito, soit vidéo, soit écrit d'accueil. Il va pouvoir télécharger son PDF ou le visualiser en ligne. Mais ça reste un PDF, pas un site internet.
C'est la coquille qui permet de recueillir le PDF. 100% sont livrés sur des espaces sécurisés, je l'ai dit en intro. Enfin, le format papier. Donc le format papier, on parlait tout à l'heure des documents de plus ou moins 8 pages. Donc vous voyez que quand on édite un BSI au format imprimé, souvent on est sur 8 pages A5. 8 pages A5, pourquoi? Parce qu'un A5 c'est plus sympa qu'un A4. A4 c'est une page d'imprimante de bureau et un A5 c'est la moitié d'un A4. Donc ça nous permet de faire des petites brochures qui sont assez élégantes et faciles à manipuler. Et 8 pages parce que c'est très facile de découper un thème par page et donc de rythmer la lecture et de faire preuve de pédagogie. On a encore évidemment des clients qui sont sur d'autres formats, notamment le A4, ou un nombre de pages plus ou moins important. Mais dans la grande majorité des cas, on préconise un A5 8 pages pour un meilleur découpage de l'information et permettre aux collaborateurs petit à petit de découvrir son package de rémunération. Et le BSI papier est à 93%, donc presque quasiment tout le temps, envoyé par la poste au domicile du collaborateur. On livre encore des BSI sur site dans 7% des cas. Pourquoi? Parce qu'on veut en faire un acte de management. Et donc, on veut le remettre en main propre au collaborateur. Ça nécessite une certaine logistique de la part de nos clients. C'est pour ça qu'assez souvent, on est sur un format en dépôt poste. « 37% des BSI disposent d'un PDF en complément. Ça veut dire quoi? On a parlé tout à l'heure de BSI multi-support. Le cas est un petit peu différent là pour ces 37%. Assez souvent, nos clients nous demandent, quand le BSI est envoyé par la poste au domicile des collaborateurs, de pouvoir avoir une archive pour la DRH au format PDF. Donc on n'est pas là sur un multi-support papier plus PDF, enfin papier pour certains, PDF pour d'autres. On est plutôt sur un format PDF à titre d'archive pour la DRH. Et bien sûr, on en parlait tout à l'heure pour le format PDF, c'est très important quand on met en place un BSI, et encore plus la première année, d'avoir une communication de lancement. Une communication de lancement, vous voyez 47% des entreprises vont utiliser au moins un support de communication de lancement. Alors 47%, c'est quand on fait, nous, pour le compte de nos clients. On imagine que c'est bien au-delà de 47% et que nos clients font appel à leur service de communication interne pour faire. Mais en tout cas, quand on fait nous, qu'est-ce que l'on fait? On fait des bannières qui sont diffusées dans l'intranet ou sur les écrans de télé des entreprises, dans les sites. Il y a parfois des écrans sur site et on fait défiler cette bannière. Une bannière intranet, c'est un petit bandeau, entre guillemets, publicitaire qui va annoncer la sortie du BSI. On a encore 30% de nos clients pour qui on fait des affiches. Alors, ça paraît important, mais des affiches sur les lieux de pause ou dans les lieux stratégiques de passage dans l'entreprise, c'est loin d'être idiot. Des emailing, bien sûr. Hein, quand on va être sur du digital, on va faire ce qu'on appelle des emailing de teasing pour annoncer la sortie du BSI. Pas mal de vidéos aussi. Alors, des vidéos, on ne parle pas là de tutoriels vidéo, on y viendra juste après. On peut développer des tutoriels vidéo qui vont expliquer aux collaborateurs quand il se connecte sur son BSI, il faut évidemment qu'il soit digital, qu'est-ce qu'il va pouvoir trouver, quels vont être les sujets qui vont être abordés dans son BSI. Là, on parle plus de vidéos de promotion du BSI qui sont à la fois diffusées dans l'intranet, sur les écrans de télé dans l'entreprise. Et puis d'autres supports, type guide manager, campagne de SMS, etc. Donc 47% quand même de nos clients font appel à nous pour mettre en place au moins un support de communication. Mais ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est qu'on pense que c'est beaucoup plus que 47%. Les autres le font en interne et font appel à leur service de communication interne. On a une petite vidéo pour illustrer ce que c'est que le motion design. On va la lancer. Donc le motion design, c'est quoi? C'est comment utiliser des images pour faire passer des messages de manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Donc on va utiliser le graphisme pour transmettre ces messages, simplifier des choses qui sont parfois complexes grâce à des animations. Alors la vidéo que vous avez vue, c'est une toute, qui je pense est passée. Vous avez vu une toute petite vidéo de quelques secondes, ça doit être beaucoup plus long que ça, où on va expliquer la structure de rémunération aux collaborateurs, par exemple. Ça peut être un effet introductif sur la première page du BSI.
Et on va utiliser des animations, des infographies. L'idée, c'est de capter l'attention immédiatement avec des choses qui soient les plus dynamiques possibles pour vraiment une meilleure mémorisation des messages. Donc, ça a un effet pédagogique important. On en a fini pour la partie forme. Et Dieu sait que sur la communication, la forme est importante et qu'on essaye de la soigner au maximum pour avoir le plus d'impact, le plus de pédagogie vis-à-vis des collaborateurs pour leur expliquer quelque chose qui est assez complexe, qui est leur structure de rémunération. On va maintenant passer à la partie du fond. Quels sont les sujets qui sont abordés dans les BSI? Dans quelle proportion est-ce qu'ils le sont? Et ensuite voir des éléments plus détaillés de benchmark de REM. Alors sur les contenus, il y a une bonne recette de cuisine pour faire un bilan social individuel. En général, on commence par un édito. Vous avez une capture d'écran sur la droite qui illustre un peu une page type. Mais on va replacer le collaborateur tout de suite dans un timing particulier en lui donnant à un instant T, généralement le 31 décembre de l'année précédente, puisque c'est la date d'arrêter des données, sa fonction, son emploi à 91%, son statut ou sa classe à 87% et son temps de travail. Il va y avoir plein d'autres choses qui peuvent être abordées. Est-ce que la personne a eu sur cette page situation du collaborateur, quel est le type de contrat, CDD, CDI, est-ce que la personne a profité d'une mobilité interne, est-ce qu'elle a eu une promotion, etc. Mais les 3 items qui reviennent le plus souvent, c'est ça, la fonction, le statut, le temps de travail. Et on le voyait aussi sur l'exemple précédent, vous voyez en bas à droite, évidemment que le BSI, comme son nom l'indique, est un exercice individuel. Mais ce qui est important, c'est aussi de replacer l'individu dans un collectif qu'est l'entreprise. Et il y a un moyen qui est très efficace et qu'on retrouve très souvent dans les BSI, vous voyez à hauteur de 67%, c'est des chiffres clés. Les chiffres clés, ça peut être des chiffres RH, le nombre de recrutements dans l'année, le nombre de personnes en CDI, CDD, la répartition hommes-femmes, ce genre de choses. Mais ça peut être aussi des chiffres business, le chiffre d'affaires, le résultat, etc. Ce qui est important, c'est de replacer l'individu dans le collectif qu'est l'entreprise. Et c'est très efficace et on le retrouve très souvent dans les BSI. Et c'est quelque chose qu'on préconise fortement. Le BSI, c'est un exercice qui consiste à expliquer la structure de rémunération, mais ça va bien au-delà. Ça a vocation à dresser le panorama de la politique RH dans l'entreprise et c'est le reflet de la marque employeur. Donc c'est important d'avoir une vision, de donner une vision globale aux collaborateurs. Un point sur l'ancienneté. L'année dernière, de mémoire, c'était 10 ans. Donc l'ancienneté médiane, tous secteurs confondus, de notre panel, c'est 9 ans. Alors pour la lecture, je pense que vous êtes tout à fait habitués, mais je fais un petit rappel. Un point, c'est une entreprise. Une couleur, c'est un secteur d'activité. Donc vous avez là classé par secteur d'activité, pas dans l'ordre, mais néanmoins vous le voyez à l'écran, je crois. Oui, si c'est dans l'ordre, c'est tout à fait dans l'ordre. Je ne vois pas, c'est trop loin. 15 ans. 15 ans, c'est l'ancienneté médiane dans la pharmacie et la chimie. Donc c'est dans la pharmacie et la chimie que l'ancienneté est la plus importante, suivie de l'agroalimentaire, la grande distribution, le BTP et l'immobilier, etc. Par ordre décroissant. La moyenne globale, on est sur 9 ans d'ancienneté pour ce qui concerne notre panel de presque 1,3 million de BSI réalisés. Je m'attarde quelques secondes pour que vous puissiez regarder les secteurs. Donc, pharmacie et chimie dans le haut et luxe et cosmétiques en bas. Et on passe de 15 à, c'est écrit jaune, 6 ou 5 ou 6 ans. 6 ans. Merci. Bilan de rémunération. Alors, ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le BSI, c'est un exercice qui consiste à lutter contre l'idée reçue que ma rémunération, c'est mon aide bas de fiche de paye. Il y a plein d'autres choses que vous mettez en place dans vos entreprises qui sont souvent pas très connues, voire méconnues des collaborateurs. Et le bilan de rémunération, c'est la page la plus importante du BSI qui dresse en un clin d'œil un panorama global de la structure de rémunération du collaborateur. Donc son bilan de rémunération, souvent, vous le voyez là sur les 2 exemples, on va donner un total de la rémunération, qui n'est évidemment pas que le fixe, qui va être composé de toutes les grandes masses, entre guillemets, de la rémunération, ma foi, très différente d'une entreprise à une autre. Donc
Cette page de bilan de rémunération, elle fait l'objet de discussions, d'échanges, de débats avec nos clients pour savoir comment est-ce qu'on structure pour le collaborateur la rémunération globale et quelles sont les grandes parties qui composent sa rémunération. On peut avoir des choses plus ou moins détaillées, hein. Vous le voyez entre l'exemple de droite et l'exemple de gauche, mais dans tous les cas, vous allez avoir un total global de ce que le montant de la rémunération du collaborateur pour l'année. Et ce montant, il est parfois présenté en plus en nombre de mois de salaire, c'est-à-dire faire la corrélation entre le fixe que le collaborateur a en tête et la réalité de sa rémunération mensuelle qui va souvent bien au-delà. Vous voyez qu'on a des exemples qui peuvent être beaucoup plus détaillés. C'est 35% des cas de BSI où on va rentrer vraiment dans le détail de chacune des lignes, des éléments de rémunération. Et il y a un autre élément qu'on va retrouver, vous voyez, dans 48% des cas, qui est assez important, c'est l'explication des cotisations sociales. Et on va le retrouver assez souvent sur cette page de bilan. Alors ça paraît évident pour vous, mais ça ne l'est pas toujours pour les collaborateurs. Comment est-ce qu'on passe du brut patronal au net salarial la masse des cotisations, entre guillemets, le poids des cotisations patronales et des cotisations salariales dans la rémunération des collaborateurs. Donc on essaye d'expliquer par un schéma, de manière la plus pédagogique possible, comment est-ce qu'on passe du brut patronal au net salarial. Il va y avoir le débat de prélèvement à la source ou pas, à afficher ou pas dans le BSI. De mon point de vue, le taux de prélèvement à la source du collaborateur n'a pas grand-chose à faire dans un BSI, c'est une donnée personnelle. Ce n'est pas une donnée... alors vous êtes collecteur, évidemment, mais ce n'est pas une donnée qui généralement figure dans les BSI. Et on ne préconise pas que ce le soit. Voilà pour le bilan de rémunération, point très important dans les BSI. Qu'est-ce qu'on a noté de particulier encore cette année? Dans 62% des cas, les entreprises mettent en avant des évolutions de la rémunération sur plusieurs années. Ça nécessite quand même d'avoir un peu de profondeur d'information. Parfois, on ne le fait pas lors de la première édition du bilan social individuel, mais au bout de 2 ans, 3 ans, et quand vous faites des questionnaires de satisfaction, c'est quelque chose qui ressort tout le temps. Les collaborateurs, on a des verbatim, hein, les collaborateurs s'expriment en ayant la volonté d'avoir une visualisation de l'évolution de leur rémunération dans le temps. Alors, on peut faire des choses simples, évolution du fixe sur 2 ou 3 ans. Évidemment, quand je n'ai pas eu d'évolution, on ne va pas afficher le graphique, hein, où on va le personnaliser pour chacun des collaborateurs. Je ne l'ai pas dit en intro, mais c'est l'évidence. Le bilan social individuel est individuel, donc on ne va afficher que les éléments individuels qui concernent le collaborateur. Donc, évolution de la REM sur 2 ou 3 ans, quelque chose qui est très plébiscité. Parfois, nos clients, quand ils commencent l'exercice du BSI pour la première fois, ne le font pas la première année. Ça nécessite d'aller requêter des datas sur plusieurs années antérieurement, mais on le voit apparaître au fil du temps. Ça peut être le fixe, ça peut être au-delà du fixe. Donc là, ça devient beaucoup plus compliqué sur le total de la rémunération perçue. Donc, dans la grande majorité des cas, on est sur une évolution du fixe. On va maintenant rentrer plus spécifiquement dans les éléments qui composent la rémunération pour vous apporter du benchmark de rémunération et avantages sociaux. Le premier point, c'est la rémunération directe, c'est ce qui fait le socle de base de la rémunération de vos collaborateurs. La rémunération directe, on considère qu'elle est composée du fixe et du variable. Sans grande surprise, la REM directe est composée à 90% de la REM fixe et à 10% de la rémunération variable. Si maintenant on rentre dans le détail de ces éléments-là, donc le fixe est composé à 92% du salaire de base, pas très étonnant, 3% des primes liées à l'activité, à la fonction, 3% sur le 13e mois, les primes de fin d'année, les primes annuelles, 1% prime d'ancienneté, 1% prime de vacances. Donc ça donne lieu, la répartition entre les éléments qu'on a choisi de mettre dans le fixe et qu'on a mis dans le variable, ça pourrait donner lieu à des débats infinis. On a pris cette posture-là. Certains considéreront par exemple que la prime d'ancienneté n'est pas du fixe mais que c'est du variable, ou à contrario que la prime liée au temps de travail n'est pas du variable mais rentre dans le fixe. Il a fallu qu'on prenne une posture, c'est celle-là. Et sur la partie rémunération variable, sans grand étonnement, les primes liées à la performance pèsent pour 42% de la rémunération variable, 28% les autres primes,
Donc dans les autres primes, c'est un peu, excusez-moi l'expression, c'est un peu le fourre-tout. Quand on a plein de petites primes qui ne sont pas significatives, on préfère les agréger pour présenter une rubrique autre prime qui compte pour 28% de la REM variable. Les primes liées au temps de travail, 24%, et la prime exceptionnelle pour 6%. Voilà, donc encore une fois, on pourrait débattre de qu'est-ce que l'on met dans le fixe, qu'est-ce que l'on met dans le variable. On a choisi cette posture-là, pas très différent de l'année dernière. Si on rentre maintenant dans le détail du fixe, on a voulu vous apporter des informations sur les médianes de REM fixe, des cadres et des non-cadres par secteur d'activité. On a classé par ordre décroissant sur les non-cadres, parce que ça représente 70% de notre panel. Alors il va falloir jouer à un exercice en face de retrouver l'ordre décroissant pour les cadres. Mais en tout cas, sur les non-cadres, la médiane la plus haute constatée dans notre panel, encore une fois, de presque 1,3 million de salariés, c'est dans la pharmacie et la chimie, avec 37 000, un peu plus de 37 000 euros de rémunération fixe annuelle. Suivi par l'industrie, 36 000, suivi par les luxes et cosmétiques, 34 000. Vous voyez que c'est l'agroalimentaire et la grande distribution qui ferment la marche avec 27 000. Donc on a quand même un écart médian important, 37 000, 27 000 sur les collaborateurs non cadres. Sur les collaborateurs cadres, alors j'en suis désolée, m'aider de mon papier parce que là c'est écrit beaucoup trop petit. Alors sur les cadres, on est à 61 000, un peu plus de 61 000 sur la pharmacie et la chimie qui, de la même manière que sur les non-cadres, est sur la première marche du podium, suivi de l'industrie, 59 000, et suivi de luxe et cosmétiques. Donc, je n'avais pas besoin de mes papiers, c'est dans le bon ordre. En revanche, après, c'est un peu plus dans le désordre. Même disparité, ce qui est important de constater, c'est ça. C'est la même disparité entre les cadres et les non-cadres, 61 000, et, ah non, il y en a un petit peu plus, 46 000 pour les cadres. Quelles actus en 2024 sur ces éléments de rémunération directe? Alors, ce qu'on a vu, et c'était déjà le cas l'année dernière, c'est une mise en avant des mesures salariales, notamment les accords de NAO. Inflation faisant, on a vu évidemment beaucoup apparaître, et mesures en face de l'inflation, on a vu beaucoup apparaître les accords de NAO l'année dernière dans les BSI. C'est toujours le cas cette année. Et on revoit encore pas mal de primes de cooptation, c'est des éléments un peu particuliers qui n'existaient pas par le passé. Je vais me permettre une petite aparté qui est évidemment reliée au sujet des BSI, mais c'est la directive européenne sur alors on dit sur la transparence des rémunérations. En réalité, la directive européenne traite de l'égalité salariale, des écarts de salaire entre les femmes et les hommes via la transparence des rémunérations. La transparence est un moyen d'arriver à une égalité. Donc vous savez qu'il y a une directive européenne qui a été promulguée et qu'elle doit être transposée en loi française avant juin 2026. On imagine, mais elle est évidemment, alors on pensait que ça allait être transposé assez vite, les mouvements gouvernementaux qu'il y a eu récemment ont probablement retardé la transposition en loi française de cette directive. Cette directive, elle va avoir un impact sur les éléments qu'on va faire figurer dans le BSI. On ne peut pas encore trop en parler de manière détaillée. On a fait plusieurs webinars sur la directive en elle-même. On reviendra vers vous dès qu'elle sera transposée en loi française pour vous apporter de l'information. Mais on imagine assez facilement qu'il va falloir utiliser le BSI, en tout cas que le BSI qui est en place déjà dans certaines entreprises sera le support idéal pour apporter de l'information sur le sujet et qu'il va falloir faire un petit peu évoluer le contenu des BSI, probablement sur des sujets de règles d'évolution de la rémunération. Pour ceux qui connaissent la directive, il y a une définition très importante qui est un emploi de même valeur. Qu'est-ce qu'un emploi de même valeur qui va définir l'égalité salariale ou l'inégalité salariale entre les hommes et les femmes? Donc il va probablement falloir dans les BSI apporter de l'information dans le futur sur les fourchettes de rémunération pratiquées pour un emploi de même valeur et apporter toujours plus d'informations et de pédagogie sur les facteurs individuels que sont, alors c'est déjà le cas, hein, l'ancienneté, on en a parlé, l'ancienneté, l'expérience, la performance individuelle et surtout
leurs aspects objectifs et non discriminatoires. Donc il va y avoir un impact on peut considérer que le BSI est un bon vecteur de communication pour ce qui concerne l'égalité salariale. Et si c'est le cas pour ceux qui pratiquent l'exercice du BSI, il va probablement falloir y apporter quelques évolutions. Donc on reviendra vers vous très vite dès qu'on aura de la visibilité sur la loi française sur ce sujet-là. On va maintenant rentrer dans le détail des différents éléments dits de benefits: épargne salariale, prévoyance, santé, retraite, et ensuite on verra ensemble les éléments sur les avantages divers qu'on va retrouver dans les BSI et qui font le reflet de la politique de rémunération de notre panel. Sur l'épargne salariale, qui est quand même un élément très structurant de la rémunération des collaborateurs, vous avez là notre fameux nuage de points. Je rappelle, un point, une entreprise, une couleur, un secteur d'activité. Vous avez la légende sur la droite. On a des points qui sont aux extrêmes, c'est des médianes, intéressement et participation. Vous le voyez, la médiane de l'intéressement est à un peu plus de 2 100 €, la médiane de la participation presque à 2 400 €. Et vous voyez qu'il y a des points qui sont aux extrêmes. Alors j'ai fait vérifier, revérifier, encore vérifier pour être sûr qu'il n'y avait pas une erreur. Et on a des entreprises qui ont été extrêmement généreuses cette année sur l'intéressement et la participation. À l'exception de ces points aux extrêmes, on a quand même une certaine concentration, ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des médianes de cette hauteur-là. Rentrons maintenant dans le détail de ce sujet de la participation et de l'intéressement. Donc vous avez les médianes qui sont rappelées en haut et ensuite, toujours par ordre décroissant, alors classé sur l'intéressement cette fois-ci, vous voyez que c'est dans la banque, le conseil et l'assurance que l'intéressement médian a été le plus important cette année. 3 400 €, suivi par luxe et cosmétiques 3 200, pharmacie et chimie presque 2008. C'est services, culture et loisirs qui ferme la marche avec 1284. Et de l'autre côté, sur la participation, vous voyez que dans la pharmacie et la chimie ont été un secteur extrêmement généreux avec leurs collaborateurs cette année. 5 530 € de participation médiane, suivi par le BTP et l'immobilier, si je ne me trompe pas, et l'agroalimentaire et la grande distribution. C'est ça, je crois. Maintenant, évidemment, la participation et l'intéressement peuvent être directement pris par le collaborateur et versés immédiatement. Ils peuvent être positionnés sur des plans d'épargne salariale, un PE, un PEG, un PERCO, et les entreprises, le plus souvent, abondent sur ces dispositifs. Vous avez les médianes d'abondement sur le PE et le PEG, donc on est à plus de 1 000 € cette année d'abondement médian sur le PE et le PEG. On est à 656 € d'abondement sur le PERCO. Et vous voyez, on retrouve quand même assez souvent les mêmes secteurs d'activité. Luxe et cosmétiques ont été les mieux disants cette année avec 1 655 € d'abondement sur le PE, suivi par le BTP et l'immobilier, services, culture et loisirs, pour le coup qu'on retrouvait plutôt dans le bas du tableau sur la slide précédente. Et sur la partie PERCO, vous voyez que luxe et cosmétiques ont été également les mieux disants et très généreux avec les collaborateurs sur l'abondement du PERCO à 1 808 €, suivi par, l'exercice est toujours un peu compliqué, la pharmacie et la chimie, et ensuite ça doit être la banque, conseil et assurance, et la marche est clôturée par agroalimentaire et grande distribution, 192 € d'abondement médian sur le PERCO. Voilà pour ce qui concerne l'épargne salariale. On voulait vous donner quelques actus. La première est en lien avec le sujet qu'on abordera avec Myriam et Sandra tout à l'heure. On va retrouver cette année plusieurs BSI qui ont mis en avant des nouveaux FCPE axés sur la RSE. On y reviendra juste après. C'est un élément qui est vraiment ressorti comme étant une actu 2024. Et un deuxième point qu'on voulait évoquer avec vous aujourd'hui, c'est l'actionnariat salarié. Alors, je me souviens, quand on faisait l'exercice il y a une dizaine d'années de cet observatoire, on est 15e édition
aujourd'hui, l'actionnariat salarié était un sujet qui était très souvent évoqué dans les bilans sociaux individuels. On l'a vu complètement disparaître. Et là, le sujet revient. Vous voyez que 12% cette année, alors ça reste encore un petit peu faible, hein. Ça ne veut pas dire que les plans d'actionnariat salarié n'existent pas dans les entreprises du panel. Ça veut simplement dire que 12% des entreprises ont choisi de mettre en avant ce sujet-là cette année. Donc 12% abordent le thème de l'actionnariat avec une vraie volonté des entreprises d'avoir des moyens de fidéliser les collaborateurs en leur proposant une politique d'actionnariat salarié. Alors on a regardé un petit peu plus dans le détail la manière dont c'était abordé, c'est très disparate et évidemment c'est très corrélé aux dispositifs qui sont en place. Certains vont mettre en avant, comme on l'a vu juste avant, les FCPE sur lesquels les collaborateurs, des FCPE d'entreprise sur lesquels les collaborateurs peuvent mettre leur participation, leur intéressement et avoir un abondement. Certains vont parler, quand ils en ont en place dans l'entreprise, des dispositifs d'action gratuite. D'autres vont parler de dispositifs d'actionnariat via l'acquisition qu'ils permettent à leurs collaborateurs d'actions de l'entreprise à des tarifs préférentiels avec des systèmes de décote. Donc évidemment, tout dépend des dispositifs d'actionnariat mis en place dans l'entreprise, mais c'est un sujet qu'on voit de plus en plus dans les bilans sociaux individuels et qui était un petit peu délicat à aborder, assez technique. Il y a des sujets de délai, les délais de rétention, etc., qui peuvent rendre la chose un peu compliquée à expliquer. On essaye de faire de la pédagogie pour que ce soit le plus compréhensible et digeste possible. La protection sociale, évidemment, c'est un socle essentiel de la rémunération des collaborateurs et c'est un socle essentiel assez méconnu. Alors, la mutuelle santé est connue de tous parce qu'on va tous chez le médecin et on est tous remboursés par notre mutuelle. Donc, il y a une certaine, entre guillemets, consommation courante de la mutuelle. En revanche, la prévoyance est beaucoup plus méconnue par les collaborateurs. Ce que vous avez à l'écran, c'est les médianes, à la fois pour la mutuelle et la prévoyance de la part employeur. Vous voyez que la médiane de la mutuelle la médiane de la part employeur sur la mutuelle est de 61% et sur la prévoyance, elle est de 75%. C'est assez concentré sur le graphique. Il n'y a pas de grande hétérogénéité, à la fois en fonction des secteurs et en fonction des entreprises. Si on en vient maintenant à nos secteurs d'activité, donc là c'est classé par ordre décroissant sur la mutuelle. D'abord, transport et logistique, vous voyez que l'employeur finance dans ces secteurs-là la mutuelle à hauteur de 69%, suivi par luxe et cosmétiques 67%, BTP immobilier 66%. C'est très concentré, hein, ça va de 60 à 69% et ce n'est pas du tout étonnant. Sur la prévoyance, c'est encore plus concentré, 81% sur BTP immobilier, et très vite, on a des secteurs dans lesquels il y a la même prise en charge par l'employeur sur la prévoyance, transport logistique, luxe et cosmétiques, industrie, 77%, et banque, conseil et assurance est un petit peu au-dessus avec 79%. Donc, mais il y a une concentration très forte et pas du tout étonnante des parts employeurs sur la mutuelle et la prévoyance. Concernant ce sujet-là, il y a 2 points qu'on voulait porter à votre attention. Une nouveauté. Alors, l'équipe a trouvé que c'était nouveau. Moi, je trouve que ce n'est pas très nouveau. Mettre en avant l'importance d'une consommation responsable des frais de santé. Ça fait longtemps. Alors, peut-être que ça avait disparu des BSI et que c'est revenu. Nos clients profitent du BSI pour sensibiliser leurs collaborateurs sur la nécessité d'avoir une consommation responsable de leurs frais de santé. Et on va, sur les frais de santé, assez souvent retrouver dans les BSI des tableaux de reste à charge sur lesquels on va dire aux collaborateurs quel est le coût réel d'une consultation, par exemple chez le généraliste, chez le spécialiste. Mais on va tout de suite aller sur les postes qui sont assez lourds, l'optique, le dentaire, et on va donner à chacun, alors ce n'est pas individuel, hein, c'est des tableaux collectifs, généraux, le reste à charge moyen sur chacun des postes. Et ça permet aux collaborateurs de voir que quand il va chez l'ophtalmo et ensuite chez l'opticien, qu'il achète une paire de lunettes qui lui coûte par exemple 300-400 €, le reste à charge pris en charge, enfin le reste à charge, c'est ce qui reste à charge du collaborateur après le remboursement de la sécurité sociale et de la complémentaire santé est parfois très faible.
Donc, un effort important des entreprises sur le financement de ces postes-là. Focus sur la mutuelle également, 11% des BSI, donc c'est ce que je disais, font de la pédagogie sur la mutuelle. Évidemment, on va retrouver systématiquement la répartition des cotisations entre le coût de la mutuelle pour le collaborateur et le coût pour l'entreprise. Il va y avoir de la pédagogie sur la surcomplémentaire, de la pédagogie sur les garanties frais de santé, comme je l'évoquais, avec des tableaux qui permettent de regarder le reste à charge des collaborateurs en fonction des postes de la mutuelle. La retraite. Alors, 53% des entreprises présentent les dispositifs de retraite dans le BSI. Donc, ce n'est pas énorme, c'est beaucoup moins que l'année dernière. Ce que vous avez sur la droite, c'est la même logique que sur la prévoyance et sur la mutuelle. C'est le pourcentage de participation de l'employeur aux cotisations de retraite. Que ce soit sur les retraites de base et complémentaires, vous voyez que l'employeur finance 60% des cotisations et les retraites supplémentaires. Alors évidemment, dans notre panel de 1,3 million de BSI, toutes les entreprises n'ont pas de régime de retraite supplémentaire. Mais pour celles qui en ont, la médiane de prise en charge, c'est 88% de cotisations financées par l'employeur. Un point qui est important et qui m'a honnêtement surpris, c'est que seulement 6% des BSI traitent de la réforme des retraites. Alors, est-ce que c'est parce qu'on en a beaucoup parlé, beaucoup trop parlé, ou est-ce que c'est parce qu'on va de nouveau en parler beaucoup? Je ne sais pas, mais en tout cas, le chiffre m'a étonné, j'ai trouvé qu'il était faible. Passons maintenant, on a vu la partie rémunération directe, on a vu la partie bénéfices, prévoyance, santé, retraite, épargne salariale, qui sont vraiment des socles importants de la structure de rémunération des collaborateurs. Dans les BSI, on va retrouver plein d'autres choses. C'est un reflet de la politique RH, de la marque employeur, et donc on va aborder également des sujets comme l'organisation du temps de travail, la formation, les avantages périphériques. Et on bouclera ensuite avec notre sujet RSE et bien-être au travail. Vous verrez que ce sont des thèmes qui sont vraiment mis à l'honneur dans les BSI. L'organisation du temps de travail, 48% des BSI abordent ce sujet, le sujet des congés. Alors le sujet des congés, il est toujours un peu compliqué en termes d'extraction de données. 58% des entreprises vont se contenter de parler, et c'est déjà très bien, de la politique de congé, de combien de jours de congé, de RTT est-ce que le collaborateur a droit. Et certains vont plus loin pour mettre en lumière les congés réellement pris par le collaborateur. Vous voyez que c'est quand même 42% des BSI qui vont mettre en évidence ces éléments-là en donnant évidemment les congés payés, les RTT, les autres congés pour événements familiaux par exemple. On va aussi aborder largement le sujet du CET dans le BSI. Donc droit au congé, congé réel, CET. Autour de l'organisation du temps de travail ne figure pas là, mais vous le verrez, les accords de télétravail viennent juste après. La formation, alors 49% des entreprises communiquent sur la formation. C'est moins qu'avant. Pendant longtemps, la consolidation des données sur la formation a été un effort, souvent géré dans des systèmes à part, difficiles à requêter, difficiles à agréger. Et depuis, je dois admettre, l'institutionnalisation du bilan à 6 ans que vous avez sûrement mis en place dans vos entreprises, vous êtes beaucoup mieux équipés pour rassembler et consolider les données sur la formation. On va retrouver des données individuelles et des données collectives dans le bilan social individuel. Les données collectives, c'est le budget annuel de la formation, on y viendra juste après, le budget annuel alloué à la formation. Dans 48% des cas, il est inscrit sur le BSI, mais on a aussi des données individuelles, le nombre d'heures de formation suivi par le collaborateur ou le nombre de jours dans 59% des cas, les intitulés de formation, le nombre de formations réalisées. Parfois, certaines entreprises vont jusqu'à mettre le coût des formations et puis le dispatch entre les formations obligatoires, non obligatoires, etc. Un point très important, c'est, alors là on est plutôt sur du benchmark, 3,4% de la masse salariale est consacrée à la formation dans notre panel.
avec une chute importante par rapport à l'année dernière. Donc on a aussi vérifié plusieurs fois. Et il se trouve que les budgets de la formation, on a constaté une baisse par rapport à l'an passé. Néanmoins, il y a un top 3 des secteurs qui investissent le plus dans la formation. C'est l'industrie, les services, la banque, le conseil et l'assurance. Donc 3,4%, c'est l'effort des entreprises cette année qui a été consacré à la formation. 3,4% de la masse salariale. Et enfin, on clôture généralement la marche par des avantages divers. Donc vous voyez, 98% des BSI vont traiter du sujet. Sans grande nouveauté cette année, malheureusement, à vous apporter. On parle toujours, alors évidemment, on en parle parce que c'est important, ça fait partie de la politique RH pour les collaborateurs. Les dispositifs de restauration, est-ce que j'ai une cantine? Est-ce que j'ai des tickets restaurants? Est-ce que j'ai des primes paniers? Quelle est la proportion de financement de l'entreprise? Le transport, à 85%. Alors on viendra juste après sur les voitures de fonction. 85% des entreprises ont mis en avant cet avantage dans leur BSI, prise en charge des abonnements au transport collectif ou voitures de fonction. Le CSE à 79%. On met en avant les actions du CSE, on peut mettre en avant le budget du CSE par exemple. On parlait tout à l'heure d'organisation du temps de travail. Souvent, le télétravail se retrouve dans les avantages divers plutôt que dans l'organisation du temps de travail. C'est curieux, mais c'est un choix. Enfin, c'est curieux, j'en sais rien. C'est un parti pris de nos clients. Donc, télétravail, est-ce que le collaborateur a un accord de télétravail? Est-ce qu'il en a bénéficié? À quelle hauteur? Le nombre de jours, par exemple. L'action logement. Il y a beaucoup de collaborateurs qui ne savent pas que l'action logement existe, que l'entreprise alloue des fonds à l'action logement, puisqu'il y a un budget qui est d'ailleurs souvent mis en évidence dans le bilan social individuel. Et assez souvent, on va expliquer à quoi sert l'action logement et quels bénéfices peuvent avoir les collaborateurs à y faire appel. La médaille du travail. Voilà, ici, le top 6 des avantages divers qui ont été mis en avant cette année. Le fameux véhicule de fonction, je sais que c'est une donnée dont vous êtes tous friands. 71% des entreprises parlent du véhicule de fonction, 56% vont afficher une valorisation monétaire, et cette valorisation monétaire, elle peut être de deux ordres. Plus facile, l'avantage en nature. C'est le montant médian de l'avantage en nature constaté cette année, il est de 2 589 € par an. Donc c'est une donnée qui n'est pas très compliquée à avoir. Donnée plus compliquée, le coût médian pour l'entreprise qu'on constate cette année, 338 € par mois. Donc le coût pour l'entreprise, c'est le leasing, c'est l'assurance, c'est l'essence, c'est l'entretien, etc. Certaines entreprises vont même jusqu'à mettre sur le BSI du collaborateur la marque du véhicule, le modèle du véhicule, etc. Quelques éléments pour finir avant de passer sur le thème de la RSE et du bien-être au travail. On va très souvent retrouver en couverture ou en dernière page du BSI des informations sur les contacts utiles. Alors ça paraît bête, mais c'est vraiment très pertinent pour les collaborateurs. 38% des entreprises vont afficher les contacts. Ça permet aux collaborateurs en un clin d'œil de retrouver qui il peut appeler s'il a un sujet, une question à poser sur sa mutuelle, sur sa prévoyance, sur ses dispositifs de retraite, sur son épargne. Il peut y avoir les teneurs de compte également en épargne salariale et évidemment des contacts RH, parfois des contacts dédiés au BSI. Et enfin, 21% des entreprises vont faire un focus sur les actualités RH importantes de l'année. Les nouveaux accords, on a vu des éléments aussi sur des déménagements. Donc c'est l'endroit où on peut aussi donner des infos sur qu'est-ce qui s'est passé en matière RH cette année dans l'entreprise. Et pour faire le pont avec la deuxième partie de cette matinale, il y a un sujet qui est abordé, vous voyez, dans un BSI sur deux, c'est la politique RSE et de bien-être au travail dans l'entreprise. On n'a pas mis des chiffres parce qu'ils ne sont pas encore suffisamment significatifs pour qu'on puisse les afficher, mais on a mis les thèmes. Donc, qu'est-ce qui revient le plus souvent? L'inclusion et la diversité, la politique handicap, les sujets autour du proche aidant, les actions et les engagements sociétaux, le sujet de l'arrondi solidaire, on en parlait tout à l'heure avec Sandra,
Les FCPE, on en a parlé sur l'actionnariat salarié et sur l'épargne salariale, hein, les FCPE verts ou accès vers la RSE, et les labels et certifications RSE de l'entreprise. Voilà, donc c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant dans les BSI. Ça fait partie du socle social de l'entreprise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra N. Poulain, donc directrice des ressources humaines de SPI France, et Myriam El Khomri, qui est à la fois directrice du conseil, mais aussi de la RSE chez Dieu CSI, et qui vont nous parler de ce thème-là. On va se livrer à un exercice de questions-réponses, pas du tout préparé à l'avance, bien sûr. Et c'est Sandra qui va commencer. Je vais donc prendre mon anti-sèche qui est par là. Pour Sandra, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Je vais vous laisser peut-être dans un premier temps vous présenter. Également nous présenter SPI France en quelques chiffres. Avec plaisir. Donc bonjour à tous, ravie d'être parmi vous ce matin. Donc, je suis Sandra N. Poulain, DRH de SPI France. Alors, comment je peux vous parler de SPI de manière succincte ? Alors, SPI, nous sommes aujourd'hui presque 20 000 collaborateurs, 50 000 dans le monde. Nous sommes présents en France sur 400 sites. 400 sites qui permettent d'accueillir 6 filiales aux activités très différentes et que je vais détailler dans les grandes lignes juste après. Et on sert 12 000 clients pour une production d'à peu près 3 milliards d'euros. Donc en fait, SPI, notre cœur de métier, c'est d'être leader des services multitechniques dans les domaines des transitions énergétiques, numériques et industrielles. Donc on est un acteur du B2B et on accompagne un certain nombre d'entreprises dans des choses extrêmement différentes. Alors sans rentrer dans le détail de l'ensemble des activités, à titre d'exemple, par exemple, on va avoir une activité où on va faire de la maintenance dans les centrales nucléaires. On va avoir une activité dans le numérique où on va accompagner nos clients sur de la cybersécurité, on va les accompagner sur de la conception, de la maintenance et de l'installation de data centers. On va aussi les accompagner sur les enjeux nouveaux de l'IA. On va accompagner aussi les territoires, par exemple en installant des bornes de recharge électrique, mais aussi en accompagnant les collectivités sur leur éclairage public pour maîtriser leur consommation d'énergie. On va faire de la rénovation de bâtiments avec un pilotage aussi intelligent de la performance énergétique des bâtiments. On va travailler aussi sur des sujets de maintenance et de facility management, et on va aussi accompagner les industriels dans leur décarbonation, photovoltaïque, ENR, etc. Donc des métiers extrêmement différents, mais avec néanmoins un point commun qui est de travailler au développement durable et aux enjeux climatiques, puisqu'aujourd'hui, presque 50% du chiffre d'affaires de SPI est lié à ces enjeux climatiques et au sens de la taxonomie européenne. Donc tout ça est relativement, est même très réglementé, et c'est vraiment notre activité qui va driver cela. Et ce n'est évidemment pas neutre dans la manière dont on va adresser les sujets de RSE et de bien-être au travail, évidemment. Merci beaucoup, Sandra. On va laisser maintenant la parole à Myriam qui est à distance. Moi, j'ai la chance, Clémence l'a dit, d'avoir une double casquette au sein du groupe DIO-CSI. Alors, la première, c'est que je dirige les activités de conseil du groupe, dont Clémence et notamment toute son équipe font partie. Activités de conseil aujourd'hui organisées autour de 3 grandes practices. La première qui a trait à tout ce qui est le care et l'engagement des collaborateurs. Là, nous allons retrouver à la fois nos études d'absentéisme, notre observatoire de la performance sociale, nos études également sur le turnover dans les entreprises et les plans d'action qualité de vie au travail, les audits RPS. On a la chance d'avoir en effet une agence de communication intégrée portée par Clémence, à la fois avec de la com CNB, mais aussi de la communication RH qui peut
accompagner tout projet RH, et notamment l'actionnariat salarié. Tu en as parlé, Clémence, juste avant. Et puis, dans cette même practice, nous avons de l'actuariat conseil au niveau des branches et des entreprises sur la prévoyance et la santé, portée par une marque propre qui s'appelle Adding, que vous connaissez peut-être. Le deuxième enjeu, c'est tout ce qui a trait aux compétences et mobilité. Élément extrêmement important, vous savez, on a une activité historique autour de la retraite, des aménagements de fin de carrière, de la transition emploi-retraite, et nous avons aussi développé toute une activité autour de la GEPP, autour de l'accompagnement des PSE, et autour évidemment de tout ce qui est accompagnement à la reconversion professionnelle, dynamisation de la mobilité interne et bien sûr les accompagnements de fin de carrière. Tu disais, Clémence, qu'il y avait moins de sujets retraite. Je pense que le contexte politique a fait aussi que beaucoup ont levé un peu les stylos sur cette thématique, en tout cas depuis quelques mois, et on voit bien qu'il y a quand même une reprise et un intérêt parce que c'est une matière complexe et qu'il convient en effet de mieux communiquer dessus. Et la troisième practice, alors c'est peut-être celle où vous nous connaissez le plus, c'est tout ce qui a trait à la rémunération, au partage de la valeur. Alors, à la fois l'épargne salariale, l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié, avec l'innovation toujours portée par Clémence, et notamment en la matière un simulateur de fiscalité dans chacun des pays. Et puis le conseil en investissement, porté par Michael Bérébi, que je veux saluer ici, parce que Michael est aussi le patron du DioCSI Institute et que Michael m'accompagne également. Alors j'ai vu que derrière toi, Clémence, il y avait le dernier livre de Michael qui s'appelle Investir dans nos valeurs, qui est un spécialiste de tous les enjeux de finances, notamment, voilà, je crois le voir derrière toi, de finances durables et responsables. Et donc, c'est mon autre casquette qui est la stratégie RSE du groupe DioCSI. Donc là, c'est une mission que j'ai au plan mondial, puisqu'on a aujourd'hui, DioCSI se décline aujourd'hui dans 40 pays. On est leader en France en prévoyance, on est le premier courtier de France, mais on se développe aussi beaucoup à l'international. Et dans ce cadre-là, cette mission autour de la stratégie RSE vise justement, et j'aurai peut-être l'occasion d'en parler tout à l'heure, à déployer cette stratégie dans l'ensemble de nos filiales. Nous nous occupons de 5 millions de salariés en France et dans le monde au titre de nos activités de prévoyance santé et avec une marque qui s'appelle MSH International qui s'occupe des expatriés. Et donc évidemment, comme Sandra l'a dit, au cœur de notre mission, puisque nous protégeons le capital humain des entreprises et les actifs des entreprises, les enjeux RSE, ceux de la transition écologique et ceux aussi de l'impact social sont aussi au cœur de notre mission. Et donc, il est évident que nous nous mobilisons très fortement à ce titre-là. Donc, j'ai rejoint le COMEX en juillet 23, pour porter cette stratégie RSE. Merci beaucoup. Ma seconde question sera donc pour Sandra. Donc vous avez mis en place un BSI, on a eu le plaisir de travailler ensemble chez SPI France. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte et les objectifs de cette mise en place et comment est-ce qu'il a été accueilli par vos collaborateurs ? Eh bien, en fait, le BSI, effectivement, qu'on a fait pour la première fois cette année, en fait, est né des conclusions et des plans d'action de l'enquête Great Place to Work que nous avions menée aussi pour la première fois chez SPI France en 2023. Donc, c'est pour ceux qui connaissent, et vous connaissez sans doute, cette enquête nous a permis, sur l'ensemble du périmètre France, de prendre le pouls du terrain et puis d'identifier nos forces, mais aussi les sujets sur lesquels on avait à progresser. Et dans les sujets sur lesquels on avait à progresser, est ressortie de manière assez significative une demande de nos collaborateurs d'avoir plus de visibilité, de transparence sur leur structure de rémunération. Donc on s'est dit que finalement, mettre en place un BSI, c'était un bon moyen d'adresser ce sujet-là. Et donc, on s'est mis en ordre de marche sur l'ensemble du périmètre France. Donc, premier BSI, mais qui adresse directement 20 000 collaborateurs, presque 20 000 collaborateurs. Alors, le plus compliqué, je dirais, pour nous, ça a été de définir le cahier des charges, le socle du BSI,
parce qu'en fait, comme je vous le disais en introduction, on est 6 filiales, mais 6 filiales qui font des métiers très différents, donc qui ont des structures de rémunération qui peuvent être significativement différentes, des avantages qui peuvent être différents. Et donc finalement, on s'est dit comment on va définir un socle commun qui soit suffisamment synthétique, mais pas trop, qui ne soit pas non plus trop dans le détail et qui puisse adresser en fait les éléments significatifs. Et c'est là où c'est important aussi d'être accompagné, à la fois en externe et en interne. Donc en fait, on a mis en place une structure projet avec un comité de pilotage et un comité projet un peu plus technique, avec, je dirais, une première étape qui a été de structurer ce cahier des charges, à la fois dans les items qu'on voulait adresser, et puis aussi dans la construction de la base de données. Et ça, vraiment, c'est un élément clé. Si je peux faire un retour d'expérience sur le sujet, c'est que cette étape préalable de construction du fichier source, si on peut l'appeler ça comme ça, elle est très importante parce que c'est ce qui va déterminer notre capacité ensuite à adresser les bons indicateurs et à répondre en fait aux besoins. Donc on a travaillé là-dessus, on a produit le premier BSI. On a accompagné aussi cette production par de la communication parce que ça nous semblait important. Vous faisiez référence tout à l'heure, Clémence, au format entre du PDF et du papier. On a fait le choix très majoritairement chez SPI France pour cette première édition de faire du papier parce que ça nous semblait important d'accompagner en fait ce BSI, surtout qu'on a une population relativement significative qui n'a pas forcément d'accès mail évident. On a toute une population chantier, ça va concerner un peu plus de 9000 collaborateurs quand même. Donc on avait à la fois cette population-là adressée, mais on avait aussi la volonté plus large de se dire on veut accompagner le BSI, on veut communiquer. Donc on a travaillé en fait sur un guide d'utilisation du BSI pour accompagner les managers sur le contenu. On a travaillé aussi avec les équipes comme locales pour expliquer à nos collaborateurs pourquoi on mettait en place le BSI. Et on a aussi mis des campagnes d'affiches, on a fait des vidéos, etc. Voilà, on a vraiment essayé de manager tout ça. Et pour nous, c'est un outil aussi bien de visualisation effectivement de sa structure de rémunération, mais qui rentre dans un contexte plus global, à la fois de fidélisation. Vous parliez du net en bas de la fiche de paye tout à l'heure, et c'est malheureusement très souvent un des arguments au moment d'une démission où on vous dit bah tiens, chez tel concurrent ou chez telle autre personne, j'ai tant de plus en salaire. Sauf qu'effectivement, on compare un bas de bulletin de paye et qu'on n'a pas forcément cette vision d'ensemble. Donc très clairement, pour nous, il y avait un objectif de rétention et de fidélisation, mais il y a aussi un objectif d'attractivité parce que finalement, ce BSI, on peut s'en servir aussi dans un entretien candidat sans mettre les chiffres individuels derrière, mais en expliquant voilà, tout le panel des avantages auxquels vous pouvez avoir droit chez SPI. Donc il y avait vraiment ce double objectif et puis un objectif aussi de piloter la rémunération et plus globalement la rémunération globale au sens salaire de base et périphérique. Et donc on a décidé aussi que cette première édition, qui était un pilote pour nous, deviendrait maintenant un format annuel, avec sans doute encore des évolutions au fil du temps, j'imagine. Mais en tout cas, on veut vraiment en faire un rituel annuel. Et ça a été très bien accueilli par nos collaborateurs. Alors certains étant surpris parce qu'ils n'avaient jamais eu de BSI auparavant. Mais on a eu effectivement des réactions extrêmement positives sur... voilà, on ne pensait pas effectivement qu'il y avait tout ça, y compris en allant chercher des éléments sur tout ce qui est prévoyant, sur tout ce qui est mutuel, sur tout ce qui est CSE. Enfin voilà, beaucoup des éléments que vous avez cités jusqu'à présent se trouvent dans notre BSI. Merci beaucoup Sandra. Effectivement, premier exercice pour vous cette année. Vous rejoignez les 97% de clients qui réitèrent d'une année sur l'autre. Donc effectivement, vous confirmez que ça a été apprécié. Et vous l'avez très bien dit, le premier exercice, il faut essayer de trouver le juste milieu entre la simplicité et une relative exhaustivité des informations. Et un outil de fidélisation pour les collaborateurs, mais aussi un outil qui permet demain de recruter des nouveaux talents. Et si je peux me permettre juste de compléter, un des challenges aussi, c'est que
chaque filiale finalement a envie de mettre en avant, et à juste titre, sa propre structure de rémunération. Sauf que quand on a le parti pris d'un BSI commun pour la France, on ne peut pas rester dans ce degré de détail. Donc il faut effectivement trouver ce bon curseur. Bon, on l'a trouvé, donc c'est que ça se trouve. Mais c'est un vrai exercice je dirais, de fine-tuning un petit peu. Et de négociation, j'imagine, Oui, avec aussi. vos différentes entités et de compromis. Exactement. Merci beaucoup. Ma question suivante sera pour Myriam. On va rentrer un peu plus dans le thème de la RSE et du bien-être au travail. Et on voulait savoir aujourd'hui, Myriam, si tu pouvais nous éclairer sur les principales problématiques dont te font part les entreprises en matière de RSE et de bien-être au travail en ce moment. Est-ce qu'il y a des sujets plus prégnants que les autres et si oui, quels sont-ils? Vaste sujet. Alors, je crois que, et je pense qu'on le partage avec Sandra, eu égard aussi au métier, à son métier cœur, c'est que on a aujourd'hui des attentes fortes de la part des salariés vis-à-vis de l'entreprise en matière de RSE. Mais on passe aussi à une certaine maturité de la thématique RSE. On l'a vu sur les dernières années et je pense que on était beaucoup dans le reporting et aujourd'hui, peut-être que l'arrivée de la CSRD reste encore du reporting, mais néanmoins, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une forte maturité. Et moi, par exemple, qui représente le président Pierre Donnersberg au sein de Entreprises pour l'environnement, on avait beaucoup de directeurs du développement durable autour de la table, de directeurs RSE. On commence à avoir de plus en plus de DRH aussi autour de la table. Je le dis d'autant plus que je pilote le comité RH d'Entreprises pour l'environnement, mais c'est un élément extrêmement important. Ça montre qu'il y a un lien extrêmement fort entre la politique ressources humaines et les enjeux RSE. Et pas que sur l'impact social, mais également sur la question environnementale. On le voit depuis la loi climat et résilience, l'obligation d'en faire un sujet en matière du CSE. On le voit aussi à travers des nouveaux bénéfices qui apparaissent au-delà de la mobilité durable. Et ça, c'est un élément aussi qui nous semble important. Au-delà de ça, donc des attentes fortes de la part des salariés qui expriment leur inquiétude climatique, mais qui insistent beaucoup sur les conditions de travail. Et il y a une tendance de fond, et je le dis parce qu'avec Michael, on a mené 3 grandes études cette année autour de ces thématiques-là. Une autour de la RSE qu'en pensent les salariés, une autre sur la transition climatique et les attentes des salariés. Et puis, on a un observatoire porté par Sabé Abouchakour sur une étude d'absentéisme sur 1 million de salariés et une enquête de l'IFOP qualitative sur les attentes des salariés en matière de qualité de vie au travail. Et je vais essayer très rapidement de vous dresser un peu les grandes lignes. Ce qui est important, et dans les attentes des salariés, en gros, 62% ont déjà entendu parler de la responsabilité sociale de leur entreprise et savent globalement ce qui est fait. Mais une fois qu'on creuse un petit peu les choses, quels sont pour eux les domaines d'application les plus importants qui rentrent dans le champ d'application de la RSE dans leur entreprise? Il y a bien sûr l'environnement à 76%, mais il y a les relations et conditions de travail à 75%. Donc on voit bien que ces deux thématiques se tiennent véritablement, et derrière on va retrouver la gouvernance de l'entreprise, les relations avec les clients, l'engagement au niveau local, mais ça se retrouve bien derrière. Et si on va plus loin sur leur quotidien au travail, et là ça fait complètement écho à l'analyse que tu as montré et essayer des thématiques qui commencent à revenir. Le premier sujet, c'est évidemment le relèvement des salaires et le pouvoir d'achat. Et on voit l'intérêt. Alors, la communication est indispensable, mais jamais suffisante aussi. Donc, cette question, elle est au cœur, évidemment, de tout ce que tu as montré juste avant, Clémence. L'équilibre vie personnelle, vie professionnelle qui se retrouve 10 points en dessous. Et la santé et les risques psychosociaux qui se retrouvent à 60% dans très prioritaire. Et dernier, la question de la formation des salariés. Et donc là, on retrouve par rapport à l'analyse que tu as montrée juste avant les thématiques phares. La question de la retraite se retrouve à 42% versus 75% pour les salaires. Et puis, la question des thématiques RSE et de la lutte contre le dérèglement climatique va se retrouver à 41% dans ce cadre-là. Donc, on voit bien que
c'est un élément important. Si on les interroge aussi, pourquoi l'entreprise a mis en place une politique RSE à 47%, donc majoritairement, on va dire par rapport à notre panel, pour ceux qui connaissaient la politique RSE de l'entreprise, c'est par obligation au regard des nouvelles normes européennes. Donc ça, c'est un élément dont tout le monde a bien évidemment conscience aujourd'hui. Mais si je vais encore un petit peu plus loin, est-ce que l'entreprise agit suffisamment sur les enjeux RSE? Ben, majoritairement, c'est-à-dire à 44% de total oui, c'est quand il y a une politique RSE qui est formalisée, notamment une charte. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Sur la question de la formalisation d'une stratégie RSE, on est souvent sur des actions un peu catalogues dans ce cadre-là, hein, où on va disséminer ici ou là. Alors, ça va être la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. On va en profiter pour faire une communication spécifique sur où se situe l'entreprise et donner confiance pour permettre ces reconnaissances, par exemple. Mais on voit bien que la formalisation globale d'une feuille de route RSE est un élément extrêmement important. Et donc, tu m'interroges sur les attentes, enfin en tout cas les préoccupations des entreprises. On retrouve vraiment les questions de pouvoir d'achat, les questions de santé au travail. Et je voudrais juste, si tu me laisses encore une minute, Clémence, si je peux, rajouter un élément, c'est qu'il y a quand même une tendance vraiment forte concernant la santé mentale et physique des salariés. Elle prend de l'ampleur dans toutes les organisations et une proportion, et nous là on le voit, je vous mets ça en exergue par rapport à notre observatoire de la performance sociale où on est allé avec la DSN de nos clients sur 1 million de salariés. Il y a une proportion croissante de travailleurs qui identifient le stress, la charge de travail, le manque de reconnaissance, les gestes répétitifs dans le cadre professionnel comme des facteurs impactant négativement leur travail. Et notre enquête en avril dernier a quand même révélé que la majorité des salariés estiment exercer des métiers susceptibles d'avoir des répercussions négatives sur leur santé mentale, 64%, ou physique, 55%. Et cette perception, elle s'est vraiment renforcée depuis 2022, puisqu'on a plus de 4% sur la santé mentale et 5% sur la santé physique. Donc, on voit bien que ces sujets sont extrêmement prégnants aujourd'hui et que la communication qu'on peut faire adressée aux salariés dans ce cadre-là est un élément évidemment extrêmement important parce que ça correspond à la fois à des problématiques fortes des entreprises, mais ça correspond également à des attentes extrêmement fortes des collaborateurs. Merci beaucoup. Alors, on va faire justement le pont avec SPI. Hein. Vous avez, dans votre BSI, choisi de faire la part belle à la politique RSE et aux actions en faveur de la qualité de vie au travail de vos collaborateurs. Est-ce que vous pouvez justement nous en dire un petit peu plus sur les dispositifs que vous avez mis en place chez SPI France ? Alors, il y a beaucoup de choses qui font écho en fait à ce que Myriam vient de citer, et notamment le fait de formaliser une stratégie RSE, puisque c'est l'exercice que nous avons fait chez SPI France. Nous avons formalisé une stratégie avec des ambitions RSE, et c'est effectivement ce qui nous permet d'avoir un cap dans lequel va s'inscrire un certain nombre d'actions, et je vais vous en parler évidemment. Je le disais en préambule, la RSE, c'est dans l'ADN de SPI, c'est à la fois nos valeurs, mais c'est aussi notre business. Donc on est vraiment, je dirais, au cœur de tous ces sujets de transition. On travaille aussi de manière très étroite entre direction RSE et direction RH. Alors, on a parlé de la CSRD à l'instant qui arrive et qui va nous imposer un certain nombre d'obligations en termes de reporting. Mais c'est aussi une opportunité pour nous, au travers de ces nouveaux indicateurs, d'embarquer collectivement l'organisation sur ces sujets de RSE. Donc c'est un peu le verre à moitié plein, j'ai envie de dire, que j'ai envie de voir sur ce sujet-là, même si évidemment ça va créer une vraie charge de travail pour nos équipes et qu'on est en train de regarder comment on peut au mieux adresser ces sujets-là. Mais on est très imbriqué aujourd'hui, direction RSE et direction RH, sur tous les sujets de diversité, sur tous les sujets d'inclusion, sur tous les sujets de handicap. On porte aussi chez SPI le sujet de la diversité au travers d'un réseau mixité
qui comporte un peu plus d'une centaine de personnes qui sont présentes dans l'ensemble des filiales, avec un représentant dans chaque CODIR, et qui porte ces sujets-là de la mixité, de la diversité, de l'emploi des femmes, qui est un vrai sujet dans nos secteurs d'activité. On cherche à recruter des femmes dans nos métiers techniques, et donc on a des partenariats avec des associations comme Elle Bouge, par exemple, et qui nous permettent d'aller promouvoir les métiers techniques auprès des jeunes filles, même parfois très tôt. Je le cite parfois à titre d'anecdote, mais on va faire des visites de chantier avec des jeunes filles d'école élémentaire. Et on l'a organisé il n'y a pas très longtemps. En fait, on a une de nos filiales qui faisait la maintenance d'une piscine municipale. Et en fait, le responsable d'affaires a emmené les jeunes filles de l'école qui fréquentaient cette piscine faire la visite de la piscine pendant qu'elle était en maintenance pour qu'elles voient un peu l'envers du décor. Et c'est une femme qui leur a fait la visite et c'était l'intérêt de leur montrer que les métiers du technique avaient de l'intérêt, que ça pouvait concerner tout le monde, etc. Donc, bon, voilà, on fait beaucoup d'actions comme ça parce que pour nous, c'est des sujets qui sont importants à porter. La féminisation, la discrimination et la lutte contre le sexisme ordinaire aussi. On a signé au mois de janvier de cette année la charte Stop au sexisme qui permet d'afficher un certain nombre de principes de lutte contre le sexisme ordinaire en entreprise. Ça affiche aussi le zéro tolérance. Ça permet de rassurer aussi les femmes qui voudraient nous rejoindre parce que ça leur montre que le sujet est porté, qu'on y met des mots et qu'on y met des actions. Et puis ça permet aussi d'accompagner nos managers sur ces sujets-là qui ne sont pas forcément toujours simples. Ce n'est pas toujours simple de trouver la limite, le curseur entre ce qu'on peut dire, pas dire, etc. Et ça aussi, on essaye de l'accompagner de manière pédagogique. On a mis en place un jeu de cartes en fait, qui est un support de discussion. Et dans les réunions de management, en fait, ce support de cartes permet d'identifier des situations et d'identifier si dans tel ou tel cas, c'est soit de l'humour, soit du harcèlement, soit de la discrimination. Et ça permet d'ouvrir un débat, une discussion. Et ça, on l'a diffusé largement parce qu'en fait, on considère que ces sujets-là, si on ne les accompagne pas et qu'on ne les porte pas dans l'organisation, ça reste quelque chose de très théorique. Or, SPI n'est pas une entreprise théorique, entre guillemets, puisque dans nos 3 piliers, dans nos 3 valeurs, il y a performance, proximité, responsabilité. Et la proximité, c'est vraiment quelque chose qui se vit au quotidien. Ça se décline aussi dans nos actions collectives. Il y a beaucoup d'événements collectifs qui s'organisent dans les filiales de manière assez spontanée. On participe à beaucoup de courses inclusives, on participe à des événements caritatifs, on participe à la Parisienne. Voilà, cette année, la Parisienne, c'est bientôt, et pour SPI, c'est 350 coureuses qui viennent de l'ensemble du groupe. Et puis, on était sur le podium des entreprises gagnantes l'année dernière, donc on en est plutôt fiers. Voilà, c'est toutes ces actions-là. On parlait de santé mentale tout à l'heure, Myriam parlait de santé mentale, on a mis en place aussi une ligne d'écoute. Et puis, on a des actions RSE plus transverses, l'électrification de notre flotte de véhicules. On travaille aussi sur notre politique achat avec nos fournisseurs. On travaille aussi à des actions de réduction de notre empreinte carbone dans chacun de nos départements, où chacun de nos départements a pour objectif de travailler sur sa consommation. On travaille sur de l'économie circulaire et Myriam parlait de formation. On a mis en place la SPI Climate Academy, qui est en fait des modules de e-learning qu'on met à disposition de nos collaborateurs pour les sensibiliser sur les grands enjeux climatiques et de transition énergétique. Mais c'est quelque chose en fait qui est vraiment de l'ordre des éléments importants de connaissance générale et qu'on peut y compris regarder en famille. Donc on a vraiment voulu faire de la sensibilisation sur ce sujet-là de manière assez large parce que voilà, on sait que plus on infusera ces messages dans l'organisation, plus on embarquera tout le monde. Merci beaucoup. Énormément d'actions mises en place, à la fois pour les collaborateurs et dans leur quotidien de travail, mais aussi liées à votre métier. Exactement. Myriam, je vais maintenant faire appel à ta casquette directrice conseil. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu, on va mettre à l'écran, même si tu en as déjà un petit peu parlé, la synthèse oui, je crois que tu as évoqué quelques-uns de ces chiffres déjà tout à l'heure.
Ce qui nous intéresserait d'avoir comme éclairage, c'est, selon toi, est-ce que les entreprises valorisent ces actions? Est-ce qu'elles les considèrent comme un facteur différenciant? On parle des actions RSE et bien-être au travail, bien sûr. Est-ce qu'elles les valorisent? Est-ce qu'elles les considèrent comme un facteur différenciant? Les collaborateurs ou les candidats, selon toi, sont-ils attentifs à ces sujets-là d'un point de vue conseil? Vaste question, Clémence. Je pense que, tu le sais, et la communication, elle consiste à comprendre celui qui écoute. Lorsqu'on interroge plus de 1000 salariés sur ces questions-là, je l'ai dit tout à l'heure, la RSE est un enjeu qui est globalement bien appréhendé par les salariés, mais il y a quand même un niveau de connaissance qui est complètement inégal selon leur profil. Je le disais, 62% connaissent la RSE, mais 29% seulement déclarent voir précisément ce dont il s'agit. Et parmi les plus informés, ce sont les hommes, les jeunes de moins de 35 ans, les cadres et les professions intermédiaires, les salariés d'Île-de-France, ceux qui travaillent dans les entreprises de plus de 250 salariés et le secteur du BTP. Je vous dis ça parce que je trouve que c'est un élément extrêmement intéressant, parce que quand on parle du BSI, on est sur toute la population de l'entreprise. Et donc, on voit bien que la question, ce que valorisait tout à l'heure Sandra, à la fois la formalisation de la feuille de route et en même temps une communication globale dessus, c'est un élément important pour toucher l'ensemble des publics. L'étude que vous voyez là à l'écran, c'est ce que nous avons organisé un colloque avec la CFDT, Entreprise pour l'environnement, et bon nombre de nos clients et l'Observatoire du dialogue social, sur cette idée de dire que le dialogue social devait être un accélérateur de la transition écologique. Une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'il y a des métiers qui vont être tout particulièrement impactés, notamment par cette transition écologique, dont certains qui peuvent disparaître, certains métiers. Et donc, on est allé interroger les salariés si leur métier était en risque ou pas. Parce que cette question de l'anticipation sur les métiers, en mode stratégie GEPP notamment, est un élément clé autour de cette stratégie RSE. Parce que si vous parlez de la flotte de véhicules électriques, et qu'il y a à côté des pans entiers de votre activité dont vous savez qu'elle va être percutée à court ou moyen terme, c'est extrêmement important d'être aussi complètement cohérent par rapport à ça. Donc, on a en effet des salariés qui considèrent que leur métier a un impact sur la transition écologique. On est allé aussi les interroger sur comment, donc au-delà de leur inquiétude par rapport au réchauffement climatique, qui devait s'engager en la matière. Est-ce le DRH? Est-ce sont les organisations syndicales? Est-ce le dirigeant de l'entreprise? Bon, en priorité, 71% considèrent que le dirigeant de l'entreprise doit s'engager sur ces questions-là. C'est un point important parce que c'est vrai que dans les éléments de communication, l'investissement du dirigeant est un élément en effet extrêmement important. Je fais une petite parenthèse. Quand on interroge les salariés sur qui doit agir, d'abord l'État, numéro 2, les entreprises. Donc, il y a une attente aussi très forte formalisée auprès des entreprises. Leur secteur est fortement impacté, je l'ai un petit peu dit, et là on était vraiment sur la recherche des métiers qui vont évoluer. Et Sandra parlait de la question de la formation. 58% considèrent envisageable d'adapter leur métier, leur poste aux enjeux écologiques. Donc ça, c'est un point pour nous qui nous paraît extrêmement important, parce que dans la stratégie RSE, il faut en effet tenir les deux jambes, finalement, l'impact social, l'impact écologique, puisqu'on voit aussi que les attentes sont extrêmement fortes, conditions de travail, structuration de la stratégie RSE et accompagnement du pouvoir d'achat. Donc, globalement, on voit bien qu'il y a à la fois une inquiétude qui peut être exprimée autour du réchauffement climatique, si on prend cette thématique-là, mais que quand on les interroge sur la stratégie RSE de l'entreprise, il y a à la fois la question de la transition écologique, de l'impact sur les métiers, du besoin de formation en la matière et d'aide à la mobilité également. Et puis de l'autre côté, il y a l'impact social. Et là, on sait que les enjeux de rémunération et de santé au travail sont vraiment majoritaires, et il y a des très fortes attentes des collaborateurs en la matière.
Est-ce que les entreprises communiquent? Elles communiquent de plus en plus. Tu l'as montré à travers le, à travers l'Observatoire des BSI. Il y a un autre levier, c'est évidemment les plans d'actionnariat salarié, où on le voit, nous faisons l'accompagnement de bon nombre de clients, autant sur le design de l'actionnariat salarié, des mesures d'actionnariat salarié et la communication dans tous les pays lorsqu'on accompagne nos clients. On voit bien qu'il y a un lien de plus en plus fort entre la stratégie RSE et l'actionnariat salarié dans les leviers qui sont mis en œuvre. Merci beaucoup Myriam. Je prenais quelques notes pour la suite, pour pouvoir rebondir. Sandra, vous nous avez parlé tout à l'heure de l'ensemble des actions que vous avez mises en place au sein de SPI au regard de la RSE et du bien-être au travail. On aimerait maintenant savoir si vous pensez, j'imagine que si vous l'avez fait, vous le pensez, mais comment est-ce que ces actions rendent SPI France plus attractive pour les candidats? Comment vous mesurez l'impact sur la fidélisation des collaborateurs aujourd'hui? Est-ce que vous avez quelques indicateurs pour nous éclairer sur l'impact de ce que vous avez fait vis-à-vis de l'externe et de l'interne? Alors, ce dont on se rend compte de façon assez significative, c'est qu'on a de plus en plus de candidats qui nous posent des questions en entretien sur notre politique RSE. Il y a eu l'époque, est-ce que vous faites du télétravail ou pas? Et ça, finalement, cette époque-là, elle est terminée puisque c'est rentré dans les pratiques habituelles, on va dire, des entreprises. Et maintenant, les questionnements sont plutôt autour de quelles sont vos actions en termes de RSE. Donc, on voit qu'il y a un vrai intérêt des candidats pour le sujet. Et dans un environnement où le candidat a le choix, on voit qu'il va être plus intéressé par une entreprise porteuse de sens, et nos métiers ont du sens. Nos métiers ont du sens, les actions qu'on met en place sont cohérentes aussi avec notre activité. Donc tout cela donne un cadre, je dirais, rassurant et attractif aux candidats qui voudraient nous rejoindre. Et puis pour ceux qui sont là, quelque part, ça leur montre aussi de manière concrète que la RSE, c'est pas juste des mots, qu'il y a des actions derrière. Et on l'a mesuré notamment dans l'enquête Great Place to Work, puisqu'on a vu la fierté d'appartenance et on a pu mesurer de manière assez concrète un certain nombre d'items. Donc oui, ça a à la fois un côté attractif pour les nouveaux, un côté rassurant pour ceux qui sont là. Et Myriam parlait d'actionnariat salarié. Aujourd'hui, chez SPI, nos premiers actionnaires sont nos salariés, puisque nos salariés détiennent 7,5% du capital. Donc on en est plutôt fiers parce que ça signifie aussi quelque chose en termes de fierté d'appartenance à l'entreprise et de contribution au collectif. Puis c'est associé aussi nos collaborateurs aux résultats et à la performance de l'entreprise. Et ça, pour nous, c'est aussi quelque chose de très important. Merci beaucoup. Donc, à la fois vos candidats et vos collaborateurs vous sollicitent sur le sujet. C'est un point d'attention pour eux, Exactement, ouais. À la fois pendant les entretiens de recrutement et dans la vie de tous les jours dans l'entreprise. Merci beaucoup. Myriam, tu peux enlever ta casquette conseil pour mettre ta casquette directrice de la RSE de Diosiassi. Et j'aurais aimé que tu puisses nous éclairer aujourd'hui, puisque la fonction est récente dans le groupe. Quelles sont les principales actions que tu as mises en place? Quelles sont tes priorités pour l'avenir en matière de RSE pour le groupe Diosiassi? Alors très rapidement, donc formaliser dans une feuille de route RSE, ça je pense que c'est un point important et je le dis en termes de, pas de boutade, mais avec des membres du COMEX qui sont incentivés aussi sur une partie de réalisation des indicateurs RSE. Donc on suit 10 indicateurs par an. On a à la fois un chantier sur les collaborateurs du groupe Diosiassi, 6000 collaborateurs, je disais, dans le monde. Donc au-delà de ce dont parlait aussi Sandra sur le handicap, sur la question de la diversité, l'accès des femmes à la fonction managériale, la question de l'égalité salariale, évidemment. Donc ces problématiques sont centrales et on a fait le choix parce que c'est aussi une inquiétude et on est aussi un acteur de prévoyance et de santé. On a fait le choix aussi de prendre dans cette deuxième année de la feuille de route un accompagnement de nos salariés qui sont concernés par des maladies chroniques.
Voilà, on sait que à peu près 15% des collaborateurs, c'est l'OMS qui le dit, sont concernés par ces maladies chroniques et donc il y a un enjeu extrêmement et ça ne fait qu'augmenter et donc l'enjeu c'est vraiment de taper fort aussi sur cette question-là. Le deuxième axe de notre stratégie RSE, c'est bien évidemment tout ce qui a trait à l'environnement. Donc nous sommes actuellement en train de faire notre bilan carbone monde, c'est le premier qu'on va faire entre Dio et CIACI réunis. On avait bien évidemment notre bilan carbone CIACI Saint-Honoré, nous sommes en train de le faire au niveau mondial avec un objectif derrière, c'est de demander une labellisation stratégie, un label SBTI, c'est-à-dire qu'on respecte également l'accord de Paris. Et il y a 4000 entreprises aujourd'hui qui sont labellisées SBTI. Donc, nous nous préparons à cette labellisation-là, où nous serons le premier courtier à être labellisé dans ce cadre-là. Et c'est pour nous important parce que c'est aussi une manière de réaffirmer aussi notre engagement. Nous sommes un courtier d'origine européenne sur un marché qui est beaucoup occupé par les anglo-saxons. Et donc, c'est un élément aussi pour nous important de différenciation dans ce cadre-là. Un guide d'achat durable et responsable, Sandra, vous l'avez dit aussi, et de ce point de vue-là, nous sommes actuellement complètement en train de le refondre et de former tous les acheteurs du groupe à cette politique-là. Troisième levier, c'est ce que nous faisons à la fois en offre, en sensibilisation et offre RSE pour nos clients. Je le disais tout à l'heure, notre rôle est de protéger les actifs des entreprises, mais également les collaborateurs des entreprises. S'agissant des actifs de l'entreprise, nous avons des actuaires qui, aujourd'hui, prennent les scénarios du GIEC et qui sont capables de dire à un client son impact en termes d'EBITDA et de perte d'exploitation selon ces différents scénarios. C'est un élément extrêmement important et j'ai envie de dire, ça réconcilie complètement les CFO avec les directeurs de développement durable. C'est un élément, voilà, nous, on a à cœur de porter vraiment la question de l'anticipation. Pourquoi? Parce qu'on sait que le réchauffement climatique a un impact sur la santé des individus et donc c'est vraiment ça que nous déployons au niveau de notre groupe. Le deuxième élément, dans l'offre RSE, il y a à la fois la question, tu le disais tout à l'heure, tu parlais de la transparence, l'égalité femmes-hommes et la directive transparence. Nous avons développé un accompagnement de nos équipes pour accompagner nos clients dans cette voie-là et nous le déployons aujourd'hui de façon extrêmement importante. Il en va même de même des enjeux de la qualité de vie au travail, des risques psychosociaux et de l'amélioration finalement et de la baisse de la sinistralité dans les entreprises. Nous appuyons nos équipes d'éléments dans ce cadre-là. Quelque chose d'extrêmement récent, toujours dans cette idée d'offre RSE vis-à-vis de nos clients. Nous sommes très fiers, nous avons fait un gros travail avec la Fondation Travailler Autrement cette année et quelques DRH, Sodexo, Clariane, Keolis, le groupe STEF, sur cette idée, et Sandra en a parlé tout à l'heure, de difficultés d'attractivité et de fidélisation. Et donc, on a fait une grosse enquête sur les invisibles ou ceux qui travaillent dans des services dits essentiels. Et on est allé rechercher un peu quels étaient leurs quotidiens. Pas qu'au travail, mais leurs enjeux de mobilité, leurs enjeux de logement, leurs enjeux de santé. Et donc, au-delà d'une prépondérance, notamment dans cette population, dans cette construction un peu sociologique dont on a parlé au moment du Covid, qui s'appelle les invisibles, des situations de monoparentalité, 8 sur 10 dans les femmes, notamment dans les femmes du lien qui sont en situation de monoparentalité. Donc, on voit bien que les questions d'organisation du travail ont un impact extrêmement fort. Mais il y a quelque chose qui nous a tout particulièrement marqué, c'est le refus de soins pour des raisons financières, alors même qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place. Et donc, on est très fiers de lancer à l'automne une carte budget santé qui propose une avance de frais médicaux pour les collaborateurs des entreprises qui souscrivent cette offre. C'est un élément important, notamment pour répondre à cette situation, notamment de précarité par rapport à ces questions-là. Donc, je dis des actions que nous menons en direction de nos clients dans des accompagnements spécifiques. Ça veut dire que derrière, on a formé l'ensemble de nos collaborateurs. Comment on les a formés? On a mis en place une petite application qui nous permet de communiquer sur notre stratégie RSE, sensibiliser le collaborateur, puis agir, faire des actions individuelles et collectives.
sensibiliser en disant si je vide pas ma corbeille, si je supprime pas mes fichiers sur mon ordi, voilà ce que ça consomme aujourd'hui en termes. On a fait tout un pavé sur le Green IT notamment, mais pas seulement. Et ces actions-là, lorsqu'ils atteignent un certain nombre d'actions par équipe, ça nous permet de financer, et là c'est notre impact sur la société, les Restos du Cœur, Emmaüs Connect, la Fondation de la Mer, pour aller, on est leader aussi sur le maritime, pour aller repeupler notamment la Méditerranée d'herbiers de Posidonie. Donc voilà, faire un lien entre des actions d'accompagnement des associations que nous menons depuis de nombreuses années, mais le faire un lien avec l'action des collaborateurs. Et c'est vraiment ça que nous avons beaucoup travaillé. Donc, lien avec la société, donc sur des actions un peu phares sur lesquelles nous mobilisons l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis, excuse-moi, je suis très longue, Clémence, avoir un lieu de réflexion, un lieu d'étude pour nos clients. Et c'est les grands événements que nous avons menés cette année. On en a fait 3. Un avec Jean Pisani-Ferry, qui est un économiste que j'apprécie tout particulièrement, qui a remis un rapport à l'époque à Elisabeth Borne, qui était première ministre, sur les impacts économiques de l'action pour le climat. Un autre que nous avons fait avec les fonds d'investissement sur l'ESG et les fonds d'investissement. Et un troisième que nous avons mené avec la CFDT sur le dialogue social, accélérateur de la transition écologique. On est aussi dans notre rôle de partager ces événements-là, parce que c'est ceux aussi qui nous font évoluer en interne, et ça permet d'avoir un lieu qui nous font rencontrer à la fois les salariés qui travaillent sur les risques et les actifs des entreprises et les salariés qui travaillent sur la vie, sur les collaborateurs. Et vu que nous, on a ces deux jambes au sein du groupe, c'est un élément pour nous qui a du sens et qui permet aussi de dire, voilà, de renforcer aussi notre identité européenne. Merci beaucoup Myriam pour tous ces éléments très intéressants. Peut-être une dernière question pour vous, Sandra. On va parler un peu d'avenir. Quelles sont les actions que vous pensez mettre en place sur le sujet de la RSE et du bien-être au travail dans les prochaines années ou les prochains mois? Est-ce que vous avez des priorités? Alors, on va déjà continuer à mettre en place ce qu'on a commencé à mettre en place, continuer à mesurer un certain nombre de choses par Great Place to Work notamment. On va continuer le travail sur le BSI, on va continuer toutes les actions RSE que j'ai pu citer, qui sont un travail, je dirais, qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut packager sur une année. Et puis, on va aussi se préparer à la CSRD, puisque voilà, ça va nous faire aussi piloter l'organisation différemment. Donc les chantiers sont nombreux, mais certains sont déjà entamés, d'autres sont à venir, mais on va s'y atteler. Super, merci beaucoup. Et peut-être aussi un peu le pendant côté Myriam, est-ce qu'il y a des tendances, des priorités que tu vois émerger sur ces sujets dans les entreprises? Reprendre la casquette conseil. Je crois que les questions d'organisation du travail, de rapprochement domicile-travail, notamment sur les métiers de services qui interviennent de services aux entreprises, sont des éléments aujourd'hui qui apparaissent fortement, notamment dans les métiers dits en tension et les questions de pouvoir d'achat. Voilà, je crois toujours important de continuer à communiquer, c'est un levier majeur. Et je me permets juste une petite parenthèse. On a lancé la promesse salariale individuelle. Notamment, c'était les équipes, Clémence, qui l'ont lancé. C'est lorsqu'on est sur des forums pour l'emploi, lorsqu'on est dans des job dating, de pouvoir dans un seul document valoriser les avantages de l'entreprise. Et je pense que c'est un élément important parce que ça permet aussi de se comparer par rapport à d'autres acteurs. Et dans ces documents-là, les premières choses qui sont regardées sont bien évidemment la question de la rémunération, mais c'est aussi la question de l'organisation du travail et du temps de travail. Et je pense qu'il faut continuer. Alors voilà, la communication, elle est jamais suffisante. Néanmoins, il y a des tendances de fond là-dessus, et quelque chose qui n'a rien à voir
avec l'entreprise. Et là, je vais prendre une triple casquette qui est celle de présidente du conseil de surveillance de CDC Habitat. La question du logement, la question de l'accès au logement, d'où l'intérêt de rappeler l'engagement de l'entreprise via Action Logement, etc. Mais l'accès au logement est aujourd'hui une vraie problématique, notamment dans les métropoles. Merci mille fois, mesdames, pour ces témoignages extrêmement enrichissants. On a plein de questions. Il est 10h55, on a 5 minutes, on va en prendre quelques-unes. Et bien entendu, on répondra à vos questions par email. Plusieurs personnes posent la question de savoir si vous aurez le support. Oui, bien sûr, on vous l'enverra. Alors, première question peut-être pour Sandra. Est-ce qu'il y a un gap générationnel sur les préoccupations RSE chez les candidats ? En fait, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, c'est plutôt les jeunes candidats, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, c'est plutôt la jeune génération qui est demandeuse de nos actions en termes de politique RSE. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne le retrouve pas dans les autres catégories, mais c'est plus prégnant, effectivement, dans la catégorie des jeunes embauchés, et ça pèse vraiment dans leur décision finale. Ok, merci. Une question peut-être pour Myriam. Quelles sont vos priorités en termes de stratégie RSE en matière sociale au niveau international ? Avez-vous fait le choix d'une stratégie globale ou le plan adapté aux différentes zones géographiques, ou les deux? Pouvez-vous nous donner quelques exemples ? On est en train de faire une cartographie. L'enjeu, c'est à la fois que ce soit sur les questions de transparence, de rémunération, que ce soit sur les questions de couverture, santé, prévoyance. Nous travaillons, et ça c'est un élément aussi, Clémence, tu m'interrogeais tout à l'heure sur la question des priorités qu'on voit émerger. On voit bien que il y a un enjeu d'avancer à moyen terme sur un socle commun de droits pour tous les collaborateurs, et c'est le cas aujourd'hui dans bon nombre de groupes internationaux. Je pense que sans ce modèle social qui enjambe un peu les frontières, on a du mal à identifier une culture commune. Et on voit bien que la stratégie RSE peut être ce ciment. Et on a aussi, voilà, je pense que l'entreprise a à la fois une responsabilité et un intérêt. Donc dans ce socle commun, il y a les enjeux de transparence, il y a les enjeux de couverture, il y a les enjeux de congés maternité et paternité. Voilà, il y a énormément de fils à tirer. On a vis-à-vis de nos clients, mais également aussi, nous travaillons à la même cartographie, on lance aussi des bilans de santé all staff. C'est l'équipe MSH qui a développé ça avec d'abord un premier e-bilan, on va le dire comme ça, et dès qu'on a un peu des signaux orange ou rouge, il y a un bilan de santé qui est prodigué. On est aujourd'hui, on a des partenariats avec plus de 350 lieux de santé dans le monde, et donc afin de couvrir toute une population. Et puis, je me permets de rajouter un élément, la question de la retraite. La question de la retraite, de pouvoir se projeter sur la retraite, est une priorité également, autant pour nous que pour nos clients. Merci beaucoup Myriam. On va prendre une toute dernière question. On va vous laisser Sandra le mot de la fin. Une question autour de la valorisation alors, belle initiative de valoriser l'emploi des femmes. Est-ce que ce sont des éléments que l'on retrouve dans les BSI? Voilà. Alors, on peut les retrouver dans les BSI, mais en fait, on a plutôt fait le choix, nous, de parler de l'action qu'on mène de manière qualitative plutôt que de manière chiffrée. Mais oui, ça fait partie des choses, effectivement, qu'on peut retrouver dans le BSI, parce que ça fait vraiment partie de nos axes clés de travailler sur la féminisation, sur la mixité, et puis sur la diversité de façon plus large. Donc ça mérite d'être valorisé dans un BSI aussi. Merci beaucoup Sandra, merci beaucoup Myriam, bon rétablissement. Merci beaucoup. Et merci à toutes et tous de vous être connectés ce matin. Vous étiez nombreux, on espère qu'on vous a éclairé sur ce sujet-là. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 16e édition. Très bonne journée.